Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la notion de dessin d'ensemble d'une machine et le principe de modularité. Cette présentation est une ouverture à une liste de présentations que je ferai au cours de l'année 2024. Bonsoir. Tout Oui, d'abord, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la notion de dessin d'ensemble. mais Dimitri, on t'écoute là, ta caméra aussi. D'accord. Cette présentation, on s'appuiera sur notamment la greffe d'arbre manuelle, une machine manuelle que j'ai eu à concevoir et les 9 autres. Ah, voici un exemple de machine, de simple machine. Il s'agit de la coupe fric. Ici, vous pouvez voir que cette machine est divisée en parties. Par exemple, en jaune, on a la partie pour tailler, le tranchant. En vert, on a la partie pour pousser. En bleu, on a la partie. En bleu ciel, on a la partie, le bras. Le principe de modularité. Pour réaliser une machine industrielle, complexe ou non, il est indispensable de diviser de manière cohérente le travail. Le principe de modularité n'est qu'une appellation parmi tant d'autres données à cette action. Par exemple, pour la greffe d'arbre manuel, on a le bâti, la coulisse, la bielle et le bras, qui sont ainsi, qui sont positionnés ainsi. En jaune, on a la coulisse, en rouge, on a la bielle et en blanc, on a le bras. Pour donc partitionner de manière complète le travail, pour que les équipes qui conçoivent une machine ne se perdent pas. Il est donc important de réaliser cette tâche-là, qu'on appelle le principe de modularité. Là, chaque équipe pourra travailler sur une partie d'une machine. Pour donc se repérer facilement, on utilise la notion de code de repère. Certaines machines industrielles peuvent être constituées de milliers de pièces. Par exemple, une voiture peut avoir jusqu'à 3000 pièces. Le nombre donné à chaque pièce ne suffit pas pour se repérer dans le document technique. Il faut donc lui ajouter un code de repère. Par exemple, en prenant une voiture, on a la porte, on a la carrosserie, on a les roues. En disant juste le mot roue, le concepteur ne doit pas se retrouver dans le document technique. Donc, il faut donc lui associer un code auquel on aura suffisamment d'informations pour ne pas se perdre lors de la conception et de la réalisation. Par exemple, le code du repère utilisé dans la greffe manuelle est constitué ainsi. La méthodologie que j'utilise est constituée de 4 parties. La première partie est constituée de 2 ou 3 lettres en majuscules qui indiquent le nom de la machine. Exemple, PEM, pompe à eau manuelle, PM, perceuse manuelle, DMMM, décortiqueuse de maïs manuelle, GAM, greffe d'arbre manuel. Donc, dans le code du repère, les premières lettres ne sont qu'une abréviation du nom de la machine dans son ensemble. La deuxième partie constitue le premier sous-ensemble du système. Par exemple, en prenant le cas d'une voiture, on peut diviser la voiture en plusieurs sous-ensembles qui sont les portes, les chaises, le moteur, le système de refroidissement, la ventilation, la climatisation. Chaque élément peut être donc classifié comme des sous-ensembles. Ces sous-ensembles-là seront eux aussi constitués d'autres sous-ensembles. Par exemple, on a GAM 0100. Il s'agit ici du bâti, qui est le sous-ensemble numéro un, qui à son tour est encore constitué d'autres sous-ensembles, qui sont la plaque, le guide, le palier. Pareil pour la troisième et quatrième partie. Donc, lorsqu'on voit un appareil, en fait, ce n'est pas une seule personne qui a conçu cet appareil. Il s'agit d'une équipe qui chacun a travaillé séparément de manière cohérente. Dans
Sur un document technique, on peut retrouver le code du repère ainsi suit. Il s'agit ici, CF signifie coupe frites. Là, ça c'est pour découper les frites de plantain, les chips ou toute friture. Par exemple, on a CF010200 qui, dont son nom est, sa désignation est le pied principal. CF010100, le guide en tôle, ainsi de suite. Chaque code de repère est associé à un nom que l'utilisateur pourra donner. Il est important de noter que la notion de code de repère que j'utilise ici n'est pas universelle. Chaque bureau d'études peut personnaliser son code de repère pour se retrouver facilement. Une fois le principe de modularité terminé, on peut passer cette fois-ci au dessin d'ensemble d'une machine. Le dessin d'ensemble d'une machine, comme son nom l'indique, présente la machine dans son ensemble. Et pour mieux présenter la machine, il est important qu'on voit clairement les différentes projections. Par exemple, ça, c'est la balance de Roberval. Une balance qui permet aux commerçantes de mesurer de manière mécanique les marchandises. Ici, on peut voir que sur le dessin d'ensemble, j'ai fait deux projections. Une projection à droite, une coupe à gauche. Un autre élément qu'on retrouve sur le dessin d'ensemble, c'est le cartouche. Le cartouche est un élément propre au concepteur. On peut ajouter, sur un cartouche, on peut retrouver l'échelle qui est obligatoire. On peut retrouver le type de format. Ici, j'ai utilisé le format A0. On peut avoir le format A0, A1, A2, A3 et A4. Ici, moi, j'ai mis le nom de celui qui a élaboré cette machine. Et éventuellement, si j'avais travaillé avec d'autres personnes, je pourrais ajouter leur nom ici, là. Une fois que j'ai fini de concevoir, pour fabriquer, je dois encore ajouter le nom du fabricant ou ça des fabricants. Par la suite, il y a le code du repère. Ici, PFM000 signifie le dessin d'ensemble numéro 0. Donc ça, c'est le premier document qui se trouve au-dessus de tous les autres. En dessous, on peut avoir encore d'autres dessins d'ensemble, d'autres pièces. On peut ajouter le matériau ou soit d'autres informations propres à l'entreprise. Ici, chacun peut personnaliser comme il le souhaite. Donc, sur Internet, on peut trouver différents cartouches. Prenons l'exemple, sur un dessin d'ensemble, on peut encore trouver une annotation. Les annotations ne sont que des bulles que vous voyez ici, qui permettent à un lecteur de comprendre où se trouve la pièce sur la machine. Par exemple, ici, on a en 6, on a par exemple la tige qui sert de bras. Cette machine, c'est la machine pour égrainer le maïs, qui est divisé ainsi. La nomenclature. Une fois les annotations données, on peut réaliser la nomenclature. La nomenclature est un peu comme une sorte d'appellation. Ici, la nomenclature de la machine précédente est ainsi disposée. On a chaque code du repère, son nom, son nombre, son repère. Et normalement, lors de la fabrication, je vais ajouter la matière utilisée et peut-être d'autres remarques pour que celui qui fabrique se retrouve aisément. Par exemple, comme remarque que je peux ajouter, je peux par exemple dire que le, le ressort sera une pièce qui sera achetée. Le support sera une pièce qui sera moulée. Et ainsi de suite. Sur un dessin d'ensemble, on peut encore trouver un encombrement. L'encombrement est tout simplement les dimensions que la machine doit occuper. Par exemple, pour une perceuse manuelle, ça c'est la perceuse que les menuisiers utilisent pour percer des trous précis. Percer les trous à la main avec les outils là, c'est pas précis.
Un menuisier peut utiliser cet appareil pour percer des trous ou bien utiliser une perceuse électrique. Sur un dessin d'ensemble, on peut encore également trouver les vues en coupe et les détails. En projetant une machine, on ne peut pas trouver ça ne donne pas des informations sur ce qui est à l'intérieur. Il est donc nécessaire de faire soit une coupe pour que la personne qui lit le document puisse se retrouver. Par exemple, voici la coupe d'une pompe à eau que j'ai eu à concevoir. Ça permet de mettre en évidence le mécanisme de pompage d'eau. Sans, sans cette vue en coupe, on ne pourrait pas remarquer aisément comment la pompe fonctionne. Les vues en coupe peuvent être liées aux vues en détail. Par exemple, pour zoomer sur un détail, je peux utiliser une vue en détail. Tous ces éléments sont mis automatiquement dans le logiciel lorsqu'on clique sur certaines fonctions. Donc, ce n'est pas dessiné à la main. Merci pour votre présentation. Il s'agissait du dessin d'ensemble. Comme vous pouvez le remarquer, le dessin d'ensemble n'est pas compliqué. Pour mieux comprendre, il faut juste s'exercer. Je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup, Mélie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je vois qu'il y a Solange qui s'est ajoutée entre-temps. Bonsoir, prof, bonsoir tout le monde. C'est vrai que je n'ai rien suivi, donc, vu là à laquelle je suis arrivée. Ouais, mais de toutes les façons, il nous donnait un avant-goût de ce qu'il propose de nous faire comme exposé en 2024. Sauf qu'il a décidé qu'avant que l'année-là ne commence, il nous donne d'abord un bref aperçu aujourd'hui. Bon, si Yvan, Brenda qui sont là, ils ont des questions, ça va. Sinon, on va juste se séparer là. Je peux vous montrer quelques travaux que j'ai eu à réaliser sur des exemples réels. Ici. OK. Voici par exemple des exemples réels des vues d'ensemble de la pompe. Dans la vue d'ensemble, j'ajoute juste toutes ces informations. Euh, la taille, la, la nomenclature, les annotations et peut-être d'autres informations nécessaires. Ça, c'est le cas de la perceuse manuelle. Donc, le principe est identique à tout. C'est juste la dimension, les annotations, la nomenclature et probablement d'autres informations relatives à la fabrication que je n'ai pas mis. Ça, c'est pour la décortiqueuse, la machine qui permet d'égrainer le maïs. Pareil, je peux juste faire les projections. Et les projections doivent suivre les normes que j'ai indiquées. Par exemple, Mais ici, Dimitri, la machine pour égrainer le maïs là, c'est aussi ton projet. oui, prof, Ça fonctionne comment? Tu as eu à avoir un prototype de ça? j'ai fait des simulations. Là, comme je disais tantôt, c'est Et ce qui me pas de manque. simulation. Dis si tu as déjà eu un prototype. Oui, oui, sur Internet, il y a plusieurs machines qui fonctionnent ainsi, en vente. Donc, avant de réaliser toutes ces machines-là, j'ai étudié tout ce qui se trouve sur le marché.
Oui, mais la tienne, donc, quand tu fais la tienne, donc, en quoi elle est différente de celle des autres? Est-ce que tu as un prototype qui travaille, c'est ça, je demande. Bon, là, maintenant, je ne peux Je pas. veux tout ce qui va avant cela, là, c'est la théorie. Et après toute cette théorie-là, il faut d'abord avoir un prototype, voir s'il marche, le tester bien avant de passer à à une possibilité de financement pour une production. Oui, comme je vous disais au début de la rencontre, c'est justement ce qui me manque. Mhm. Et même pour ce prototype-là, ça coûte de l'argent. Bien Par sûr, exemple, bien sûr. par exemple, si je veux faire le prototype de ceci, il me faut du bois. Déjà, tailler le bois, toutes ces étapes-là, ça risque un peu coûter. Par exemple, pour la Pas fabrication que des... ça risque, ça va coûter. Et sans prototype, tu ne peux pas vendre un appareil. Tu ne peux pas juste vendre les dessins. C'est là où je suis bloqué actuellement. Mhm. Donc, et aussi, même lors de la fabrication du Ah, prototype, je veux pas je veux pas te décevoir, mais pour ceux qui sont dans le domaine et qui travaillent sur ces choses-là, ils savent que tu peux avoir les dessins, les schémas et tout parfait. Là, tu as tout testé et puis tu t'en vas, tu fais le prototype et c'est sur le prototype que tu vois un problème ah, ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. et qu'il faut corriger. Et tu vas corriger ça au point où tu vas te rendre compte que non, ton prototype là, il travaille parfaitement avant d'aller maintenant chez quelqu'un qui peut financer ça et lui dire voilà le projet, voilà un prototype que j'ai qui travaille et tu lui montres comment ça travaille. Oui, prof. Mhm. Mais là, le financeur ne prend plus de risques, prof. Il Puisque ne si, prend plus, hein. si le prototype marche déjà, on peut Mhm. aller sur les financeurs un peu de partout. Mais c'est ça ce que je dis. Sauf si tu es en train de chercher une organisation internationale à but non lucratif ou bien une charité qui va dire qu'ils vont te sponsoriser un truc sans voir comment ça travaille. Non, 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 pas du tout, prof. Voilà, mais si tu n'as pas de prototype, c'est difficile. Mais quand tu en as, maintenant, n'importe où tu peux trouver du financement parce qu'on voit que ça travaille. Mhm. C'est compliqué, hein, prof. Parce que tu peux avoir un particulier maintenant peut risquer son argent sur toi parce que il voit ce que tu fais et il a testé, il voit que ça marche. Et il voit que ce n'est pas facilement copiable. Ça, encore l'autre chose qu'il y a là-dessus. Hein. Hmm. Parce que tu peux faire un truc comme ça. Shut up there! Tu peux faire un truc comme ça là. On prend, on regarde ton étude, on dit que c'est bon, ouais, on peut faire les millions avec ça. On fabrique ça et dès qu'on met sur le marché là, le lendemain au Nigeria, on est déjà en train de fabriquer ça à la moitié du prix. Pour éviter ça, prof, Tu comprends, non? Et oui, là, du coup, tu perds toute une grande partie de ton marché et les prévisions financières que tu faisais sont dans l'eau. pour l'instant, je n'ai pas encore rédigé un business plan. Parce que Non, je dis juste quoi? Je dis juste les risques qui sont dedans et comment, si on veut se lancer sur une fabrication, il y a ces détails-là oui. qu'il faut tenir en compte. Que celui qui va financer va tenir compte de ça. Si c'est facilement copiable, euh, c'est qu'il y a un grand risque. Oui, oui. C'est par exemple ce que, bon, peut-être votre génération n'a pas vécu ça, mais quand on a commencé à changer bizarrement les livres au programme, lorsque l'imprimante et les scanners venaient d'arriver en Afrique, il y a des producteurs, il y a des libraires qui ont perdu des fortunes parce que ils ramassent les livres là, on achète un seul livre et puis on va au Nigeria passer ça au scanner. Hmm. Et tout le monde dans les collèges a le livre qui est au programme, mais qui n'est pas l'original. Oh, ils ont mis l'argent dessus en croyant qu'ils vont exporter le livre là, faire entrer ça sur le marché national. Ils vont se faire l'argent sur ça. Non, j'ai réfléchi à tout ça, prof. C'est un peu de ça que je parle, quoi. J'ai Oh, beaucoup de schémas. J'ai beaucoup quand de ça schémas. engage les grands moyens, déjà, à un certain moment, il y a ce paramètre-là qu'il faut tenir en compte.
Par exemple, la pompe ici, là, ça c'est une pompe que je suis sûr que ça va marcher pour. Mhm. Par exemple, les lycées, non? Où il n'y a pas les puits. Par exemple, dans mon lycée, il y avait Mhm. des robinets, mais les professeurs ne donnaient jamais accès au robinet parce qu'on Mhm. risquait que ça allait gâter. Avec Mhm. ça, je pense que ça peut résoudre le problème d'eau. Ok. Au moment de fabriquer, ils veulent vous contacter. Là, D'accord, ben, on ils est veulent vous ensemble. expliquer sur ça. Ça, Voilà, Shaddai qui vient de se présenter. c'est pour presser les fruits, bah, les jus de fruits. Bon. Si les questions sont finies. All right, c'est comme s'ils n'ont pas eu les questions, hein. Bon, moi, j'avais une question. Ok, D'accord. sans souci. Ok. Euh, Tout d'abord, j'aimerais remercier Dimitri pour sa présentation. Et vraiment, c'était intéressant. Et bon, moi, j'avais une question au niveau du code de repère, le code de repère, un truc comme ça. Tu parlais des parties du code de repère. Et la première partie, c'était l'abréviation, les trois premières lettres du nom de la machine en question. Stop Et that. les sous-ensembles, je n'ai pas vraiment compris ce qui entrait dans les sous-ensembles et tout. Si tu peux retourner là et voilà, me donner un peu plus de détails. Ah, ok. Je peux t'expliquer ça oralement. Prenons par exemple le cas du stylo qu'on écrit. Ouais. Dans le stylo, il y a d'abord la partie où il y a les billes. Mhm, Puis, il y a le tube où il y a l'encre. Et puis, il y a le corps en plastique. Par mhm. exemple, chaque élément peut être fabriqué séparément. Oui. Maintenant, la notion de sous-ensemble intervient au niveau où il faut identifier les éléments. Par exemple, la pointe du billet en métal. Donc, on ne Mhm, peut pas mettre ça dans la même catégorie des parties qui seront en plastique. Donc, c'est sur des critères comme ça là qu'on peut identifier comment on va séparer les sous-ensembles. mhm. Même, même aussi dans la pointe de la bille, il y a aussi une boule sphérique. Oui. Donc, on peut aussi faire le dessin d'ensemble de la pointe de la bille, qui sera constitué par exemple de deux parties, de la boule sphérique et du corps métallique qu'il y a là. Mhm. Donc, dans les sous-ensembles, on peut encore voir le dessin d'ensemble d'un sous-ensemble. Je vois un peu. Et maintenant, pour donc rendre le travail cohérent, on peut juste exiger que la boule, la tige du stylo, par exemple, les dimensions, ça peut être 2 millimètres. Donc, celui qui va fabriquer la partie en plastique, là, va juste respecter les 2 millimètres que ça doit, pour que lors de l'assemblage, il n'y ait pas de confusion. Et c'est tout. Je Je ne comprends sais mieux pas si maintenant. je sais pas si j'ai bien expliqué. Même par exemple, le téléphone. Il y a par exemple la coque du téléphone, il y a l'écran, il y a les caméras, tout ça là, c'est divisé. On Mhm. peut par exemple fabriquer les caméras en Chine, on fait la conception aux États-Unis, on Oui. vient nous vendre et ainsi de suite. C'est pour rendre le travail un peu fluide. Ok. Je Et pense que bien, même en architecture, vous faites un peu les plans des maisons comme ça. Non? Je sais pas si vous trouvez. oui, 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 c'est pareil. Genre, on peut avoir un projet où il y a plusieurs concepteurs et voilà, on s'arrange juste à respecter les dimensions, voilà, pour qu'il y ait une certaine cohérence, comme tu dis. C'est un peu ça comme ça. Ok, je comprends. Merci. C'est rien. Bonsoir Solange. Bonsoir Dimitri. Ah, Soad a dit qu'elle n'a pas quelque chose à dire. En tout cas, lorsque j'ai écouté les questions du prof, les questions étaient pertinentes et par rapport au modèle que tu dois construire et voir si ça fonctionne pour voir si tu vas améliorer tes dessins là. Donc, si tu trouves un financement, là, ce serait mieux de peut-être contacter une usine, je sais pas trop, un lieu où tu pourras aller
et t'impliquer dans la fabrication du matériel en question. Oui. Actuellement, ce qui me tracasse le plus, c'est que je n'ai pas l'expérience du terrain au Cameroun. Par exemple, ici en Tunisie, si je voulais fabriquer ça en Tunisie, puisque les lois interdisent de faire ça, je devais aller dans un atelier pour faire ça. Au Cameroun, je ne sais pas s'il y a tout ça. C'est là où je suis un peu bloqué. Les C'est que, lois interdisent de faire quoi, monsieur Didier? euh, par exemple, ici, là, il y a les étrangers ne peuvent pas créer d'entreprise. Il Les faut étrangers ne peuvent pas. créer une entreprise. Il faut absolument un Tunisien. Sérieux? Donc, tu ne peux pas créer une entreprise étant étranger dans ce pays-là. C'est sûr, Oui, ça? oui, c'est sûr. Ce Anders. qui, ce qui se passe, c'est que tu peux utiliser une entreprise qui est créée ailleurs pour vendre le produit sur leur marché. Pour ça, tu passes obligatoirement par un Tunisien. Tu crées ça à son nom et tu es, on appelle ça pour fondateur. Merde. Ils ont les lois sévères ici, hein. Mais tu peux, par exemple, si tu as fait tes trucs, casser tes machines, jusqu'à avoir un prototype qui travaille, tu peux patenter tes créations et vendre la patente à quelqu'un. Ouais, oui, oui, là, c'était aussi une option. Mhm. Mais vu ce qui s'est, vu le temps que j'ai ici, là, je n'ai pas pensé à ça. Non, bon, je te donne juste les idées, quoi. Parce que je sais que c'est des choses qui se passent dans ce domaine-là. Quand tu n'as pas la possibilité de toi-même assurer une production massive et autre, tu peux vendre la patente à quelqu'un. Tu peux signer un contrat avec quelqu'un sur les dividendes, par exemple, du nombre de machines qui va vendre ce qu'il pourra te payer sur chaque machine qu'il vend, etc., etc. So, Oui, prof, c'est beaucoup plus l'option sur laquelle j'ai dans actuellement. ouais, je crois qu'en fin de compte, si c'est difficile, c'est un chemin par lequel tu peux toujours finir par gagner ta vie avec ce que tu fais s'il n'y a pas la possibilité de réaliser tout ça toi-même. Mais je pense que pour ça serait beaucoup le gaspillage. Puisque si je prends par exemple une machine à faire les clous, par exemple, les clous, Mm. Mhm. on utilise les clous chaque jour. Si je vends la machine automatique là à quelqu'un, c'est moi qui paie. Alors que je peux Comprends, seulement. Dimitri, je comprends bien tout ce que tu dis là. Le problème, c'est que quoi? Dans la vie là, quand Il tu n'as faut, pas ce qu'il te faut pour réaliser tes rêves, il faut. tu utilises tous les moyens de bord nécessaires pour atteindre quelque chose. Parce que si tu attends de pouvoir tout réaliser toi-même, tu risques de finir par ne rien faire, finir ta vie dans la souffrance. Ah, c'est ça, c'est ça. Je vais te prendre l'exemple de, même dans notre domaine, là, les gens qui font les sciences et autres, là. Il y a un gars, celui qui a fait le théorème, qui a démontré, je crois, le théorème de Fermat, Perelman. Oui. Il a passé toute sa vie à résoudre ce problème-là. Donc, pendant que les autres vivaient, ils avaient des familles, ils avaient un travail ou ils avaient une carrière qui évoluait, lui, il s'est bloqué sur ça. Beaucoup de personnes ont fait comme lui là. Et ils ont fini toute leur vie sans jamais avoir un travail fixe parce qu'ils n'ont pas pu résoudre le problème là à la fin. Lui, il a duré jusqu'à il a même fini par résoudre. Et quand il a fini par résoudre ça, l'argent de ça qu'on lui a pris pour lui donner, il n'a même pas pris. C'est un exemple, je prends juste un peu à l'air comme ça pour te faire comprendre que entre l'idéalisme que tu peux avoir comme jeune et la réalité de la vie qu'il faut vivre, il y a un très grand fossé. Il faut déjà poser des actes qui te permettent à toi, en tant qu'individu, d'exister de façon décente, n'est-ce pas? Avant de dire, OK,
Même si tu perds, et puis quoi, tu as perdu quelque chose, mais tu as eu de l'argent sur ça qui t'a permis de réaliser d'autres choses. C'est ainsi que je voudrais que tu vois la chose, quoi. Pas voir que tu as perdu beaucoup de bénéfices sur un appareil parce que tu as vendu la licence et un autre fait l'argent avec. Mais voir l'argent que tu as obtenu de ça qui t'a permis de réaliser d'autres projets que tu as et qui risquent aussi de rester dans le sac si tu n'as pas l'argent pour réaliser. Je vais y réfléchir pour peut-être en janvier, je vais encore lancer une réunion Mhm. pour parler un peu des projets, là, des projets là. D'accord. Bon, il y a quelqu'un d'autre avec une autre question là? D'accord, c'est comme si nous sommes déjà bons. Merci encore, Dimitri, pour la conversation de ce soir. J'arrête sur